Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. Votre rendez-vous de tous les mardis à partir de 19h, c'est bien évidemment le rendez-vous du foncier. Il y a quelques semaines, sinon il y a 2 semaines, nous avons évoqué avec notre invité le thème intitulé « Le domaine public et les enfreins donc à son utilisation ». Une émission que vous avez eue en nouvelle diffusion mardi passé. Et donc ce mardi, nous allons aborder une autre thématique avec notre expert, l'expert Daouda Moussé, qui nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Aujourd'hui, nous parlerons, nous débattrons d'un sujet important qui touche au quotidien des Béninois depuis le vote de cette loi, le bail à usage d'habitation au Bénin, droits et devoirs des parties. C'est la thématique que nous allons aborder avec notre invité d'aujourd'hui qui reste bien évidemment notre personne ressource que nous avons eue depuis le premier numéro du rendez-vous du foncier. Il s'agit donc de l'expert Daouda Moussé. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Romuald. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Voilà, je voudrais rappeler à toutes fins utiles que Daouda Moussé est juriste expert foncier. Il est médiateur agréé après le CAMEC Bénin. Il est enseignant en formation en gouvernance foncière et en bail d'habitation domestique. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur les politiques foncières au Bénin. Il est le président de l'ONG Sauvons la Terre. Vous constatez que nous avons invité pour vous un expert du domaine, puisque nous parlons du bail donc à usage d'habitation au Bénin, les droits et devoirs des parties. La première question, Monsieur Moussé, c'est de savoir que peut-on entendre par bail à usage domestique. Une fois encore, bonsoir à vous, monsieur Romuald. Bonsoir. Mes civilités à l'ensemble des téléregardeurs de votre chaîne, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la chaîne Matin Libre Télévision. Alors, la question du bail à usage d'habitation ne doit pas être vue comme un problème des autres. C'est une problématique importante qui mérite une attention particulière de toutes les couches sociales. Monsieur le journaliste, aujourd'hui déjà en classe de terminale, des parents envoient leurs enfants étudier ailleurs. Et n'en parlons plus de nos jeunes étudiants qui doivent se déplacer pour aller étudier d'une université à une autre ou d'une localité à une autre. Cette couche juvénile très jeune est donc appelée à faire face aux réalités de location et donc de signature des contrats. Oui. C'est pour cela que je voudrais vous remercier pour la thématique que vous avez choisie et inviter par le même canal tous ceux qui peuvent déjà lire apprendre la préoccupation du bail à usage d'habitation domestique au sérieux pour ne pas entrer en conflit avec les tests de la République et en payer, n'est-ce pas, le prix. Alors, une fois encore, merci à vous. Merci. Le bail à usage d'habitation ou bail à loyer est une convention ou un contrat par lequel un propriétaire appelé bailleur met à la disposition d'une autre personne appelée locataire une maison pour que cette dernière l'occupe moyennant le paiement d'un loyer dans le respect des textes qui régissent le secteur au Bénin et aussi dans le respect du contrat qu'il est les parties. Voilà ce que nous pouvons appeler par bail d'habitation au Bénin. Voilà. Il y a quand même vous qui êtes expert, vous êtes juriste, expert foncier. Est-ce qu'il y a une différence, ou du moins en quoi il y a une différence entre un bail à usage domestique et un bail à usage commercial? Bien évidemment, M. Romuald, pour répondre à votre question, oui, nous allons dégager au moins 3 points de dissemblance entre le bail à usage d'habitation et le bail à usage professionnel ou commercial. Alors, pour le premier point de dissemblance, nous constatons que le bail d'habitation, alors là, que le bâtiment soit meublé ou non, le bail à usage d'habitation est régi par la loi numéro
2018-12 portant régime juridique du bail et ses décrets d'application tels que modifiés et complétés par la loi du 20 décembre 2022, alors que le bail à usage professionnel ou commercial est encadré par l'acte uniforme portant sur le droit commercial général en 16 articles 101 et 134. Ça, c'est le premier point de dissemblance. Ouais. Alors, le deuxième point de dissemblance, il faut noter que le bail d'habitation porte sur les locations d'immeubles en vue d'usage d'habitation. Il n'y a donc pas intérêt pécuniaire ou économique poursuivi par le locataire, mais plutôt le souci de satisfaire le besoin fondamental de l'homme qui est le logement. Par contre, le bail à usage commercial est un contrat ou une convention écrite ou non entre les parties, entre deux parties au moins, oui, en vue d'exercer dans un immeuble une activité commerciale ou artisanale ou industrielle ou simplement une activité professionnelle. Ça, c'est le deuxième point de dissemblance. Alors, le troisième point de dissemblance, le contentieux du bail à usage d'habitation est réglé après échec, bien entendu, oui, de règlement amiable par les juridictions d'ordre administratif qui statuent en matière civile, c'est-à-dire les tribunaux de première instance, alors que le contentieux lié à un bail à usage commercial est réglé par un juge des référés du tribunal de commerce de Cotonou, pour ceux qui sont, disons, dans l'Atlantique et le littoral, Ouémé Plateau, ou par le juge des référés commerciaux pour ceux qui sont dans les tribunaux de première instance. Voilà un peu 3 points qui différencient le bail à usage d'habitation et le bail à usage professionnel. Cependant, oui, lorsqu'on parle d'une comparaison, il peut y avoir des points de dissemblance et forcément des points de ressemblance. Ici, par exemple, il faut noter qu'il s'agit du bail à usage d'habitation ou du bail à usage professionnel. Oui. On parle, la première partie est appelée bailleur, oui, et une deuxième partie qui est appelée locataire. C'est-à-dire que nous soyons dans le bail à usage commercial ou dans le bail à usage domestique. Il y a quelqu'un qui a son local, oui, qui est appelé bailleur. Et il y a l'autre qui loue, soit pour habiter, soit pour faire une activité. Mais lui, il est appelé toujours locataire. Donc, voilà un peu le point de ressemblance et de dissemblance. Et de dissemblance. Très bien. En tout cas, est-ce que, bon, avant de poursuivre, S.F. Daouda Moussé, est-ce que celui, bon, nous voyons des étudiants, puisque vous avez fait un clin d'œil d'ailleurs, vos propos liminaires aux étudiants, par exemple, qui poursuivent leurs études supérieures, ils devront changer de localité et donc se trouver une location, j'allais dire. Est-ce que lorsque j'ai des boutiques, je vois qu'il y a des boutiques et il y a le locataire, l'étudiant vient et il loue ça pour pouvoir habiter dedans, est-ce que nous sommes dans un bail à usage domestique ou bien un bail à usage professionnel? Toutes les fois que vous louez un local pour des faits d'activité, vous n'êtes plus dans un cas de bail à usage d'habitation. Vous êtes là dans un cas de bail à usage professionnel puisque vous exercez, vous en faites une activité commerciale. Voilà. Très bien. Donc, c'est bien clair, même si c'était prévu pour une boutique, le propriétaire avait prévu que ce soit une boutique, et donc, mais on loue pour que la personne qui a loué puisse utiliser ça comme location d'habitation. On est dans un bail à usage domestique et d'habitation. Oui, même si c'était prévu pour une boutique. Une fois qu'il n'y a pas un exercice commercial, une activité du moins commerciale, et que c'est transformé en griffe, en dortoir. Exactement. Donc là, nous sommes dans un cas de bail à usage d'habitation. Tout à fait, très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Déjà, pour un locataire qui vient quand même prendre une maison pour habiter, quels sont les droits et devoirs donc, de ce locataire?
Merci. Je crois que pour avoir des droits, il faut d'abord connaître ses devoirs. Ses devoirs. Et nous allons donc commencer par les droits, les devoirs du locataire d'une maison en location, disons ça comme ça. Alors, le locataire doit payer le loyer et les charges à temps, bien à temps, conformément au contrat qui les lie. Très bien. Alors, le locataire doit utiliser le logement conformément à sa destination. Vous venez de le dire tout à l'heure. Lorsque je loue pour dormir, je ne dois pas transformer ça en chambre de tolérance, en chambre de passage, comme on le dit, ou bien en chambre de fétiche. C'est pour cela qu'on dit le locataire doit utiliser le logement conformément à sa destination. Quelle est la destination? C'est pour dormir. Alors, le locataire doit entretenir le logement, car un bon locataire, ce n'est pas seulement celui qui paye à temps le loyer, mais aussi celui qui entretient le local. Et tout cela est consigné dans le contrat. Alors, le locataire ne doit pas troubler la tranquillité de ses voisins, qui sont aussi locataires. Alors, c'est vous qui avez des enfants qui ne font jamais la sieste. C'est vous qui avez des enfants qui jouent tellement au ballon dans la cour et brisent les rétroviseurs des autres locataires. Ça ne doit pas se passer. Alors, c'est vous qui jouez de la musique à volume élevé. Exactement. Il faut compléter ça. Le locataire doit respecter les clauses du contrat de bail. Aujourd'hui, nous pouvons remercier le gouvernement Talon. Ça ne court pas dans les autres pays. Ici, on nous a déjà facilité la tâche. Vous allez sur Google aujourd'hui, vous tapez, vous pouvez imprimer facilement un contrat type que le gouvernement a mis à notre disposition. Vous voyez tout ce que vous n'avez plus qu'à lire et à signer. Cependant, si vous estimez, après avoir imprimé ce contrat type, qui fait foi, si vous estimez qu'il y a des clauses que vous voulez ajouter, vous êtes libre d'ajouter les clauses. Cependant, ces clauses ne doivent pas aller au travers de la loi des lois de la République. Tout à fait. Alors, le locataire doit faire les réparations légères, telles que la robinetterie, les ampoules, changer les ampoules qu'il a vu fonctionner avant d'y entrer. Alors, la peinture, le locataire doit le faire. Le locataire doit permettre l'accès pour des éventuels travaux. Voilà un peu les devoirs d'un locataire dans le cadre d'un bail à usage d'habitation. Très bien. Qui donne de ses droits. Voilà. Vous permettez, par exemple, le locataire par rapport aux réparations, quand une tôle est percée, qui a la responsabilité de réparer? Non, ça devient... on appelle ça déjà les travaux lourds. C'est des travaux lourds, ça incombe maintenant au propriétaire de la maison. Parce que la tôle qui est défectueuse, il faut la décoiffer. Donc, si c'est une petite tôle, par exemple? Non, vous parlez de petite tôle, ça veut dire le locataire déjà juge que non, je n'ai pas besoin d'appeler mon propriétaire pour le faire. Très bien. Je l'informe, cependant. Je l'informe, parce que vous avez fait un état des lieux avant d'entrer dans la maison. Exactement. Si il donne son approbation, et vous le faites sans l'attendre. Voilà. Et donc, il faut quand même retenir, chers téléspectateurs, que les grosses œuvres, ça revient au propriétaire, c'est bien ça? Absolument. Les gros travaux reviennent au propriétaire, au bailleur, tandis que les réparations légères reviennent, telles que nous venons de les citer, reviennent au locataire. Très bien. Voilà. Alors, les droits d'un locataire, dans le cadre d'un bail à usage d'habitation. Alors,
le propriétaire doit remettre un logement décent au locataire. C'est très dangereux de constater. Et là, je me demande, moi, si la faute revient à un bailleur ou à nous-mêmes, locataires, lorsque vous voyez des gens qui vont louer dans des zones tellement humides que, c'est-à-dire, l'eau quitte le sous-sol et vient à la chambre et le salon est toujours humide. Inondé. Toujours humide. C'est déjà une source de maladie pour les enfants. Cette maison ne doit pas être louée et nous-mêmes, nous ne devons pas aller louer une maison qui dégage de l'humidité en plein temps, je veux dire. Donc, le bailleur a pour devoir de remettre un logement décent au locataire. Le locataire doit la jouissance paisible du logement. Il doit régulièrement avoir ses factures ou quittances de loyer. Quand il paie. Absolument. Le propriétaire doit restituer au locataire le dépôt de garantie que vous appelez communément avance. Voilà. On appelle ça juridiquement dépôt de garantie. C'est-à-dire, vous êtes mon bailleur, vous voulez me louer votre maison à 50 000 francs le mois. La loi me dit je dois déposer une somme appelée dépôt de garantie qui est de 3 mois au plus. Oui. Mais à la fin, la loi exige que le propriétaire doit restituer au locataire ce dépôt de garantie au cas où il n'y a rien à réparer. Très bien. Et que nous sommes à la fin du contrat. Le locataire doit réclamer des réparations qui sont à la charge du propriétaire. Nous venons de le dire. Oui. Le locataire doit toujours exiger la main levée des compteurs eau et électricité. Et si le compteur est à 4, il doit vérifier le crédit et par la même occasion exiger un contrat écrit et signé de son bailleur. Je crois que nous l'avons dit ici et les contrats types existent. Voilà un peu, en quelque sorte, les droits d'un locataire. Il y a toujours ce problème-là, surtout quand on vient à la fin du contrat ou quand le locataire veut quitter. C'est toujours un problème de rentrer en possession de son dépôt de garantie, de rentrer en possession, comme on le dit, voilà, de façon familière. La caution, c'est difficile de l'avoir. Si ce n'est pas le bailleur qui crée tous les problèmes au locataire, c'est peut-être le locataire qui crée tous les problèmes et voilà. Oui, vous évoquez un point très intéressant et si nous voulons être honnêtes, je crois que nous l'avons vécu autant que nous sommes. Moi, je l'ai vécu 2 fois dans ma vie. Wow. Je l'ai vécu et ce que vous dites, il y a comme déjà dans la conscience de certaines personnes, on estime déjà que cette caution, vous n'avez pas à prendre ça. Et donc, on vous crée, comme vous êtes en train de le dire, toutes les petites réparations possibles jusqu'à ce que la caution des 3 mois soit épuisée. Mais là, c'est pour cela que cette émission, ça va être très intéressante parce que cela dépendait de nous, de notre naïveté ou ignorance, puisque à l'entrée, il faut d'abord faire un état des lieux. Exactement. Mettre aussi le bailleur, le propriétaire devant les faits accomplis. Cette mue, voilà comment je suis venu la trouver. La tôle là, voilà comment je suis venu la trouver. Etc. Ça fait un. Oui. Ce que nous n'avons jamais fait pratiquement. C'est ça. La deuxième chose, nous ne prêtons pas attention au contrat, au contenu du contrat. On ne fait que bifurquer en bas là, on voit, on est pressé de rentrer. Voilà. Il faut, faire l'état des lieux, 2, prendre connaissance des clauses du contrat. Et comme ça, je crois que aucun bailleur, dans
les règles du jeu, Oui. n'a le droit de faire rétention de votre caution si vous n'avez pas endommagé éventuellement des choses après votre entrée. Voilà. Et donc, il est important hein, de préciser tout ceci parce que véritablement, il y a des choses qui se passent tout de même. Mais nous avons la loi et puis chaque partie devra respecter. C'est pourquoi nous vous parlons aujourd'hui des droits et devoirs donc, de chaque partie en ce qui concerne le bail à usage d'habitation, mesdames et messieurs. Mais quels sont ces actes que le propriétaire ne doit jamais poser contre son locataire, Espère Daouda Moussi? C'est également une question très intéressante puisque lorsque nous posons certains actes du fait de notre naïveté et ignorance, pensant que nous sommes des propriétaires tout-puissants, et nous nous voyons rapidement où nous ne devons pas nous retrouver et puis ça nous étonne. Alors, vous avez un locataire récidiviste. Ça veut dire de mauvaise foi, j'allais dire. Qui vous doit plusieurs mois de loyer. Malgré vos multiples relances, vous, en tant que propriétaire, vous n'avez pas le droit de faire certaines choses dont nous allons lister. Très bien. Le propriétaire ou son représentant n'ont pas le droit de venir frapper à la porte d'un locataire déjà à 6 heures du matin. Vous n'avez pas ce droit. Ah, ça, il faut bien le marteler. Je répète que le propriétaire ou le représentant du propriétaire, tel que les agences immobilières Oui. ou d'autres personnes, n'ont pas le droit de venir déjà frapper à la porte d'un locataire à 6 heures ou nuitamment. Parce qu'il le doit. C'est-à-dire dans la nuit tard. Parce qu'il le doit. Absolument, ils n'ont pas ce droit-là. Ils doivent attendre des heures réglementaires. Très bien. Il lui doit 7, mais il n'est pas encore un délinquant. Même la police, pour faire éruption, vous voyez, il est obligé, elles ont leur heure pour traquer quelqu'un. Elles peuvent déjà être là, même à 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais elles attendent l'heure pour faire l'opération. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas encore commis une infraction. Donc, le propriétaire n'a pas le droit d'augmenter le loyer sans le respect des clauses du contrat. Vous avez signé un contrat qui est en cours. Et un matin, on vient vous dire non, parce que le gouvernement fait passer une voie bitumée et que brusquement, vous passez de 50 000 à 70 000. Ce n'est pas possible. Très bien. Aucun propriétaire n'a le droit de le faire. Le propriétaire prudent, il veut toujours avoir gain de cause. En cas de contentieux, ça veut dire nous sommes déjà devant les tribunaux, voilà, ne doit pas oublier de produire et de signer le contrat de bail avec ses locataires, car cela représente une preuve de créance tout au moins pour lui. Donc, il doit le faire. C'est-à-dire, il ne doit pas s'abstenir, il ne doit pas jouer au malin en s'abstenant de brandir le contrat de bail à son locataire pour que les deux lisent et signent. En tant que propriétaire ou représentant du propriétaire, le bailleur n'a pas le droit d'expulser un locataire sans décision de justice et après épurement des voies du règlement amiable. Non, monsieur Roméal, vous êtes propriétaire de maison. Je peux vous devoir 2 ans de loyer. Vous n'avez pas le droit de venir m'expulser un jour. C'est pas possible. Sérieusement? Non, non, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Mais vous prenez pas les voies réglementaires. Nous avons une loi sur le bail à usage d'habitation. Que dit cette loi?
Je crois que nous aurons l'occasion d'animer une émission sur le contentieux du bail à usage d'habitation. Et donc, il n'a pas le droit d'expulser. Non, il ne peut pas se faire justice. On n'est pas à l'état de nature. C'est une république debout, la République du Bénin. Et qu'est-ce qu'il a à faire? C'est de négocier. Ah non, non, non. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord des voies de recours à l'amiable. Des voies de recours à l'amiable. Et lorsque il épuise ces voies de recours, il fait face, il saisit la justice à travers son huissier. C'est ce qu'il fait ça. Alors, le propriétaire ou son représentant ne doit pas se hasarder à défoncer la porte des locaux de leur locataire, à enlever une partie de la toiture, à changer les serrures, à entrer dans le logement sans l'autorisation du locataire, à bloquer l'accès aux dépendances de l'immeuble, etc. Alors, ces comportements ne sont pas admis. Au contraire, ce sont des formes de violation de domicile qui pourraient être, monsieur le journaliste, sanctionnées de peine d'amende allant à l'emprisonnement. Parce que là, on parle de violence et de voies de fait dans le code pénal. Mais on entend plein d'histoires. On n'entend pas seulement. On voit plein de ces cas où des propriétaires enlèvent les portes des locataires, enlèvent les toitures, enlèvent ci et ça, ou défoncent carrément, ou bloquent l'accès aux locataires. Et donc, c'est l'ignorance qui permet tout ça. Mon peuple meurt faute de connaissances. Et c'est pourquoi, à l'entame, j'étais en train de vous remercier pour la thématique, puisque il ne s'agit même pas aujourd'hui d'une question qui lie les adultes, nos parents. Je vous disais déjà, depuis la classe de la terminale, on peut dire, mon enfant va louer à Cotonou, va louer à Parakou, va louer à Natitengu, etc. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas tomber au travers? Donc, depuis 2022, en tout cas, toute personne qui tombe dans ces genres de travers, si le locataire connaît ses droits et devoirs, et c'est pourquoi nous sommes là, à sensibiliser les populations, le propriétaire, tout puissant qu'il soit, il ne peut pas être au-dessus de la loi. Alors, le propriétaire, vous étiez en train de le dire, n'a pas le droit de prendre le risque de proférer même des insultes ou de crier sur ses locataires. Ça déjà, c'est déjà puni par les articles 506 et 508, je crois bien, du Code pénal. Le fait simplement d'insulter, ou de proférer des menaces. Ah, voilà, c'est déjà puni. Donc, vous sortez du cadre civil et vous entrez dans le champ des infractions. Alors, le propriétaire ne doit pas procéder à la saisine, par exemple, de la moto du locataire parce qu'il n'a pas payé. Il ne peut pas arracher sa porte ou quand même verser de l'eau comme on le voyait avant. Il vient et il dit, bon, vous ne voulez pas sortir, non, nous allons voir. Et vous n'avez pas souffert avec moi. Et puis, bon, on peut verser de l'eau dans le salon ou la chambre de l'autre comme ça. Vous n'avez pas le droit de le faire. Alors, dès que vous passez par ces genres d'action, vous êtes en train de commettre de la violence et des voies de fait. Et ça, vous quittez le champ civil, comme je le dis, et vous entrez dans des... Ça veut dire que facilement, en tant que bailleur, on peut vous faire asseoir à la police, au commissariat, et vous déférer. Vous voyez? Alors que vous êtes parti pour réclamer ce qui est de vos droits. Et donc, il y a une certaine courtoisie qui devrait régner entre le locataire et puis le bailleur, s'entendre.
absolument au-delà de la courtoisie, il y a qu'il faut respecter, il y a vous ne pouvez pas passer par des voies de violence pour réclamer vos dus. Ce n'est plus possible. Très bien. Et si vous estimez que le locataire ne veut pas vous écouter, la loi a déjà tracé les chemins. Très bien. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs, il faut bien retenir, c'est vraiment important parce que la loi, elle est dure, mais elle reste la loi. C'est bien ça. Et l'autre question à poser, Espère Daouda Moussé, c'est justement, que dit la loi à propos, c'est vrai que vous l'avez dit subtilement, à propos du nombre de mois à verser au propriétaire, combien de mois concrètement la loi prévoit? Alors là, vous voulez parler de cette disposition qui parle de dépôt de garantie. Exactement. Communément appelée caution. Oui. Qui correspond au loyer de 3 mois. Le dépôt de garantie, que nous appelons communément caution, les dispositions de la loi ont prévu que ce dépôt du moins de garantie n'excède pas 3 mois. Monsieur le journaliste, vous venez louer chez moi. Oui. On a convenu que c'est 50 000 francs le loyer par mois. Je ne dois prendre comme dépôt de garantie que 50 000 francs fois 3. Très bien. Pas plus. Ça peut être moins. Je peux choisir en tant que bailleur de ne même pas en prendre. Ce n'est pas un problème. J'ai choisi ça, c'est mon choix en tant que bailleur. Oui. Mais si je dois en prendre, je ne prendrai que 50 000 fois 3. Alors, ce dépôt de garantie, à quoi ça sert? Oui. Alors, le dépôt de garantie sert à, comme on le dit, la répétition, à garantir les dommages éventuels à occasionner par le locataire pendant la durée du bail. C'est à ça que le dépôt de garantie sert. Alors, il sert également à payer les arriérés de loyer à la fin du contrat, bien entendu. Alors, le dépôt de garantie est remis, comme je le disais tantôt, au propriétaire après déduction des frais de remise en état du bâtiment et si le propriétaire n'a pas d'arriéré du loyer. Vous voulez parler du locataire plutôt. Le locataire n'a pas d'arriéré du loyer. Ça veut dire, en un mot, ce dépôt de garantie, il se pourrait que, avec la fin, vous décidez de ne plus payer le loyer. Donc, le bailleur doit soustraire dans votre dépôt de garantie. Oui. Il se pourrait qu'il y ait des dégâts matériels, factuels, qui sont prévus dans le contrat. Oui. Ce dépôt de garantie sert à réparer ces dégâts factuels. Très bien. Vous savez que nous avons donc de ces personnes-là qui nous aident à trouver des locations, ceux-là que nous appelons très souvent les démarcheurs. Est-ce que la loi a prévu quelque chose pour ce type de métier? Alors, je voudrais d'abord dire que la loi ne reconnaît plus depuis 2022. Oui. En tout cas, le courtier, comme on le dit, c'est-à-dire le démarcheur, dans le cadre d'un exercice de bail à usage d'habitation. Alors, la loi reconnaît plutôt l'agent immobilier. On parle donc d'agent immobilier. Mais de vous à nous, hein. Mais bon, on les appelle démarcheurs. Dans la pratique, non pas qu'on les appelle démarcheurs. Ils sont démarcheurs pour la plupart parce que une agence immobilière reste une agence immobilière. Elle est légalement constituée et nous en avons. Nous en avons. Ils sont d'abord très bien organisés. Je profite de l'occasion pour envoyer un coucou à leur président et au vice-président d'ailleurs. Ils sont très bien organisés. Il y a des agences immobilières très bien organisées au Bénin. Je leur dis merci pour
le travail qu'elles font. Et cependant, il faut différencier l'agent immobilier du démarcheur. C'est ce que je suis en train de dire. Mais dans l'usage, on a beaucoup plus à faire aux démarcheurs, c'est-à-dire aux courtiers. Lorsque je veux une maison dans un quartier simplement, il y a quelqu'un qui me dit là, bon, je vais t'envoyer le démarcheur. Il y en a. Ça veut dire que c'est tous ceux-là qui n'ont pas régularisé leur situation et qui se faufilent parmi les autres. Alors, l'agent immobilier, je vais dire ça comme ça, lorsque il vous met en relation avec un propriétaire, puisque c'est vous qui allez vers lui, si le local qui vous trouve est à 100 000 francs le mois, vous lui devez une rémunération. On appelle ça rémunération de 50, qui ne doit pas excéder 50%. Ça ne doit pas excéder 50%. 50% du montant du loyer. Très bien. On sera schématique. Je suis votre locataire. J'ai trouvé la maison par le biais d'un agent immobilier. Puisque nous avons convenu que c'est 100 000 francs le loyer. Je dois remettre au plus à l'agent immobilier au plus 50 000 francs. Et non un loyer. Et non un loyer. Très bien. Comme on le faisait. Non, comme ça se passe même jusqu'à présent. Ah, ça se passe jusqu'à présent. Mais si vous, en tant que locataire, vous ne connaissez pas vos droits, parfois, ils vont vous marcher dessus. Parfois, le locataire dit que la loi dit que c'est 50% et on vous dit gaillardement, va voir la loi pour louer. Exactement, vous n'avez pas menti. Je crois que c'est l'une des insuffisances ou des limites de la loi et dont nous allons parler si le temps nous le permet. Très bien. En tout cas, on y reviendra certainement. Est-ce que c'est une limite en fait de la loi ou bien les gens ne veulent pas respecter la loi? Non, quand je parle de la limite, qu'est-ce qui est prévu? Et là, nous tombons dans les insuffisances comme ça. Lorsque cela n'est pas respecté, qu'est-ce qui est prévu comme sanction? Comme sanction. Voilà, très bien. Il n'y en a pas. Et donc, si on avait sanctionné 1, 2, ça allait... Non, pour sanctionner, il faut que la sanction soit prévue aussi. Exactement. Donc, c'est pour cela que je parlais des limites ou des insuffisances de notre loi aussi. Très bien, parfait. Parfait. Donc, mesdames et messieurs, vous avez à payer au plus 50% du loyer. Absolument. Donc, absolument. Lorsque quelqu'un vous met en relation avec votre propriétaire, un propriétaire de maison en location, vous payez la moitié du loyer. Et si par exemple, vous savez, il y a certains propriétaires qui se transforment en démarcheurs ou en agents immobiliers, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas, mais ils disent que en voulant payer la caution, on dit de payer aussi le démarcheur, mais tu ne vois pas le démarcheur, c'est eux-mêmes qui prennent. Non, ça, j'insiste sur ça, ce sont là les erreurs du locataire. Il faut connaître ses droits et devoirs. Vous lui opposez les tests. Très bien. Vous n'avez contacté aucun démarcheur. Et que le propriétaire, comme ça, vienne vous dire, et non, il faut payer une somme à un soi-disant démarcheur que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais contacté. Ça relève de la magie. Vous refusez. Très bien, parfait. La dernière question, M. Moussé, vous êtes juriste, expert foncier et bien évidemment formateur. Est-ce que, de par votre expertise, vous estimez que cette loi sur le bail d'habitation contient des insuffisances? On a commencé par le dire, quand bien même que vous avez, au début de l'émission, donc loué un peu et salué sa mise en place, son élaboration et son vote. On a commencé par parler des insuffisances.
Oui, je continue de saluer la survenance de cette loi. Oui. Je voudrais remercier le gouvernement et remercier son initiateur, l'honorable, le ministre honorable Kenatonde, qui est à l'origine de cette loi, même si beaucoup de propriétaires estiment que cette loi a beaucoup protégé les locataires. Nous aurons peut-être d'autres occasions pour en débattre. Alors, nous allons, en tant qu'experts, il faut quand même, c'est le travail d'un expert d'ailleurs, ça, c'est-à-dire vous interprétez les textes, vous voyez qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on aura pu faire, etc. Exactement. Ça, c'est le travail véritable de quelqu'un qui est dans l'expertise. Nous allons très rapidement peut-être énumérer quelques limites ou insuffisances de cette loi. Alors, premièrement, ou au point 1, je constate que il faut que les juridictions relèvent le défi de la réaction prompte face aux locataires récidivistes sans motif valable. Parce que il faut le faire pour ne pas donner l'impression aux propriétaires de maison que les locataires fautifs sont indûment protégés. Il faut que les décisions, et c'est ça ce que je veux dire, il faut que les décisions de résiliation de contrat de location ou d'expulsion des locataires, voire même de condamnation en arriéré de loyer, soit quasi systématique, assortie de l'exécution provisoire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a contentieux, il faut que ça soit systématiquement fait. Tout au moins de façon provisoire. Donc, on a constaté que il y a comme ça l'ambine, même quand les juridictions donnent raison aux bailleurs, il y a comme dans l'exécution, ça l'ambine. Et quand c'est comme ça, alors que dans l'esprit du législateur, cette loi est venue pour mettre fin aux abus et faire l'équilibre entre les parties. Donc, ça paraît comme, à ce niveau, comme une limite ou insuffisance. C'est-à-dire, vous donnez raison à quelqu'un, mais dans l'exécution, ce n'est pas fait. Voilà. Il ne rembourse pas, etc., etc. Le gagnant, il est là, c'est tout comme s'il n'a rien gagné. Alors, au niveau du point 2, c'est vrai qu'il peut arriver qu'un locataire, monsieur Romiade, il peut arriver qu'un locataire prenne aussi un huissier dans le cadre d'un contentieux du bail à usage d'habitation. Vous voyez? Mais généralement, qui prend l'huissier? On a constaté que ce sont les propriétaires qui prennent les huissiers. Alors, il ne faut pas voir comment faire pour qu'il y ait une garantie aussi, à l'instar du dépôt de garantie dont on a parlé, pour qu'il y ait un mécanisme, pour qu'il y ait une garantie des frais d'huissier, afin que le paiement des frais d'huissier soit quand même solidairement payé. Hein? Les bailleurs, les propriétaires, il est déjà victime. C'est douloureux, monsieur le journaliste. Vous êtes là, vous êtes peiné pour construire. Un monsieur comme ça vient, il prend en location, et puis des années, il fait 2 ans, 3 ans, il ne paye pas. Il disparaît, mais c'est vous encore qui mettez l'argent pour le service d'un huissier, alors que vous avez déjà en grippe perdu beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces frais d'huissier ne soient pas seulement mis sur le compte, la responsabilité de... Ça, c'est la deuxième chose que je vois... Que la loi n'avait pas prévu. Voilà. Voilà, le constat dans la mise en œuvre de cette loi est que certains locataires ne sont
pas du tout inquiétés. Ils profitent même du caractère muet de la loi pour aller aux abus. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, il faut le dire, lorsque certains locataires ont même compris la chose et ils sont à l'aise de ne pas payer le loyer. Le loyer parce qu'ils se disent mais non. Ils sont protégés par la loi. Ils se disent non, tu ne peux pas venir défoncer ma porte. Ce n'est pas possible pour toi. Tu ne peux pas m'évincer toi-même. Ce n'est pas possible. Et même lorsque tu vas prendre un huissier, lui-même, avant qu'il me dégage, il faut qu'il y ait une décision de justice. C'est déjà compliqué déjà pour le bailleur qui a mis autant d'énergie, autant de ressources financières pour pouvoir construire. Oui. Donc, les locataires estiment que de toute façon, qu'est-ce que tu me feras? Allons au tribunal. Avant même que tu ne entres en possession de... Et comme je vous le dis, même quand la sentence est prononcée, l'exécution pose problème. Et donc, c'est vraiment une insuffisance. Absolument. La quatrième et la dernière que je trouve, c'est... Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il s'agit des démarcheurs que nous appelons légalement l'agent immobilier. Oui. Mais je vous assure tout, un agent immobilier ne veut pas se comporter comme je vais le dire tout à l'heure. Non. Un agent immobilier, les agences immobilières sont, en tout cas... Elles sont professionnelles. Sont professionnelles. Mais les démarcheurs dont on parle, vous êtes en train de le dire, ils continuent de percevoir, la totalité, des fois même au-delà de la totalité. Oui. Ils perçoivent le loyer du mois. La loi n'a rien prévu pour leur répression. Il faut penser à tout cela. Très bien. Voilà. Et donc, ce sont là les insuffisances notées de la loi. Mesdames et messieurs, en tout cas, grâce à vous, SP Daouda Moussé, nous avons mieux compris la loi du bail à usage d'habitation, les droits et devoirs des différentes parties. Merci donc pour ces éclairages. Votre mot de fin? Une fois encore, mon peuple meurt faute de connaissances. Nous avons le gouvernement du président Prassi Talon a fait un grand effort pendant 9 ans pour nous procurer des tests bien structurés. Et il faut que nous cultivons. J'invite les uns et les autres à prendre connaissance des tests de la République. Ce n'est pas parce que, monsieur le journaliste, vous êtes journaliste, que lorsque vous tombez sur une vidéo sur TikTok qui parle des cas d'un livre sur les maladies, vous allez dire vous n'êtes pas docteur, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas mathématicien que lorsqu'on est en train d'évoquer, ou vous n'êtes pas nutritionniste, que lorsqu'on est une vidéo en train de parler des mets que nous ne devons pas manger, des fruits que nous devons manger, que vous vous dites non, mais si ça arrive, de toute façon, j'ai mon argent, je vais voir mon docteur. Non, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas du foncier que vous allez dire, mais de toutes les façons, je suis riche, j'irai voir mon notaire, j'irai voir mon expert foncier. Non, qu'est-ce que vous-même vous connaissez d'abord? Si vous ne connaissez rien, ça veut dire même toute personne peut vous faire la fête, la peau. Donc, j'invite les gens et les autres à prendre connaissance des tests de la République. Très bien. Merci beaucoup à vous, SP Daouda Moussé. Merci beaucoup. Vous êtes juriste, expert foncier. Vous êtes auteur. Vous êtes également le président de l'ONG Sauvons la Terre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est ici que prend fin ce numéro de votre émission, le Rendez-vous du foncier. Ça vous revient bien évidemment en première diffusion mardi en 2. Mais
Le mardi qui va suivre, vous suivrez en nouvelle diffusion donc ce même numéro. Merci. D'ici à là, portez-vous bien, agréable suite à chacun et à tous sur Matin Libre Télévision.